parce qu'on va parler à nouveau de violence et de jeunesse à propos des affaires Betaram et le Squarneck, Marguerite. Avec un trait commun à ces deux affaires de pédocriminalité, le temps, les 50 années durant lesquelles les crimes se sont répétés, 50 années durant lesquelles l'institution scolaire ou hospitalière n'a pas voulu voir. Les carrières pédocriminelles sont construites non par des monstres, rappelle la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, mais par les silences successifs de tous les témoins. Alors, pour comprendre l'état des dispositifs d'alerte et de contrôle en place à l'heure actuelle, nous recevons la secrétaire générale de cette commission. Bonjour Alice Casagrande. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue ce matin. Sait-on pour commencer si tous les établissements de toutes les institutions ont des dispositifs de vigilance, d'alerte ? Non, on ne le sait pas, c'est bien le problème. On connaît certaines obligations, on connaît certains champs dans lesquels c'est tout à fait clair, non seulement le dispositif, mais la formation qui l'accompagne et les chiffres des alertes chaque année. Et puis, il y a des endroits où on ne sait pas si les dispositifs existent ou bien s'ils ont de l'efficacité. Où est-ce qu'on ne le sait pas ? Par exemple, on ne le sait pas dans le champ de la culture, on ne le sait pas dans le champ du cinéma, on ne le sait pas dans le champ des cultes. Donc, ça fait déjà un paquet d'endroits. Et puis, il y en a d'autres où on sait que le dispositif existe, mais est-ce qu'ils sont efficaces ? Quels sont les chiffres ? On le sait beaucoup moins. Et pourtant, c'est indispensable car il y a des écueils à éviter, notamment laisser des professionnels non formés seuls face à la parole d'un enfant. Ça, c'est vraiment un risque, en fait, et les enquêtes après n'ont pas lieu, Alice Casagrande. Absolument. Pour voir qu'un enfant ne va pas bien, ça peut être tout le monde. En revanche, pour accueillir la parole, il faut avoir été formé, savoir détecter un certain nombre de signaux et a fortiori pour la recueillir, c'est-à-dire quand vous êtes là cette fois un enquêteur par exemple, là il faut une formation spécifique et approfondie et ces 3 étages-là sont des étages successifs, il faut préparer les 3. Globalement, c'est au gré des scandales et de manière peu coordonnée que des procédures se sont mises en place. Un exemple plutôt réussi, je crois, c'est celui du secteur sportif. On compte 360 000 associations sportives en France, dont toutes n'accueillent pas des mineurs, mais ça donne quand même la mesure du défi. Qu'est-ce qui a été élaboré en matière de prévention des violences sexuelles dans le sport ? Dans le sport, vous vous en souvenez, on a une énorme déflagration au moment où Ariane Abitbol fait des révélations sur les violences qu'elle a subies quand elle était enfant par son entraîneur de patinage artistique. L'artiste alerte et la réponse ministérielle va être très forte. Il va y avoir un dispositif, donc Signal Sport, qui va être créé. Et ce dispositif, ce qui est intéressant, c'est que année après année, il est non seulement porté, mais il est renforcé. On sait que ça marche. Ça, c'est quand même un peu rapide parce qu'en fait, on n'a pas vraiment d'évaluation. On a des chiffres, on a une volonté politique, mais on n'a pas exactement d'analyse de peut-être certains trous dans la raquette, certaines choses qui marcheraient mieux ici que là. En tout cas, on a un dispositif visible que les gens connaissent et qui a fait ses preuves. Ce qui est intéressant dans Signal Sport, c'est que c'est une plateforme, on envoie un mail pour dire je suis témoin ou victime ou j'alerte, j'ai des doutes sur des violences. Ça permet en fait de contourner la voie hiérarchique où on sait que les paroles se diluent puis on a après des réseaux d'interconnaissance. Là, c'est direct et ça déclenche une enquête. C'est ça. Derrière, ce sont des personnels du ministère des Sports. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Alors, à ce moment-là, il va se passer 2 choses. Il va effectivement se passer une analyse des faits qui sont remontés. Et puis, ce que ça permet, effectivement, c'est une suspension de la personne. Principe de précaution. Ça veut dire qu'on arrête, si on a des éléments suffisants, on arrête immédiatement la personne. Là où, parfois, les procédures judiciaires sont beaucoup plus lentes. Donc, l'intérêt de ça, effectivement, vous l'avez dit, ça remonte directement, ça n'a pas de filtre, ça va vite. Et ça permet d'exercer tout de suite le principe de précaution. Chose que les Français ne comprennent pas, c'est qu'un pédocriminel puisse être si longtemps dans une institution alors qu'il y a des alertes. Donc Signal Sport est un dispositif qui permet de retirer immédiatement les professionnels ou les bénévoles, ça c'est important de le dire aussi, du contact des enfants. Et dans l'éducation nationale, quelles sont les procédures ? Je vous pose la question spécialement, Alice Casagrande, parce qu'on a l'impression que les enseignants hésitent entre la voie hiérarchique, le signalement direct au procureur. Il y a le fameux article 40 qui oblige tout fonctionnaire à signaler s'il voit une infraction ou s'il a des soupçons. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, les enseignants, les instituteurs ou ceux du secondaire ? Alors, le procureur, c'est un recours pour tout le monde, pas seulement pour les fonctionnaires, il faut le dire. C'est-à-dire que quand un Français est témoin ou a des raisons de suspecter une violence sexuelle envers un enfant, le procureur de la République est accessible pour tous les citoyens. Cela dit, effectivement, les fonctionnaires ont une obligation particulière.
un enseignant peut saisir le procureur de la République. Classiquement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va saisir sa hiérarchie. Il va écrire donc à son responsable d'établissement et il y a effectivement comme ça un dispositif d'alerte interne à l'éducation nationale qui permet là aussi de vérifier et de suspendre le cas échéant si les faits sont avérés. Le problème, c'est que ça marche pas forcément très rapidement. Et comme vous l'avez dit, ça crée des filtres. C'est pas forcément des filtres de collusion, de complicité ou de connivence. C'est parfois des filtres tout simplement d'hésitation. On n'est pas sûr. Et dans le doute, eh bien, on se dit « Oh, peut-être qu'il ne faut pas aller jusque-là quand même ». Ou alors, deuxième risque, on fait répéter à l'enfant puisqu'on voudrait vraiment être sûr avant d'alerter. Et ça, on le sait, c'est une mauvaise pratique. Et donc, dans ce cas, il faut peut-être aussi signaler un autre dispositif qui existe, c'est celui d'alerter tout de suite là, le président du conseil départemental. Qu'est-ce que vous recommanderiez clairement, Alice Casagrande, aujourd'hui à un instituteur, par exemple ? Aujourd'hui, je lui dirais simultanément le parquet et sa hiérarchie. Les deux à la fois. Aujourd'hui, je dis, sur les violences sexuelles, il vaut mieux pas passer par le département. Quand on est face à une alerte grave, il faut aller tout de suite vers le parquet. Le département a une cellule de recueil des informations préoccupantes, mais ces cellules prennent du temps. Elles permettent des investigations par des travailleurs sociaux, c'est très utile, mais sur des gravités comme les violences sexuelles, nous préconisons d'aller direct au parquet. L'une des questions, au-delà des dispositifs d'alerte et de vigilance, c'est quand même celle du contrôle en amont des personnels. Alors on sait que les professions au contact des enfants attirent en plus des profils de prédateurs sexuels. Dans le sport, encore une fois, on a mis en place un contrôle d'honorabilité. Comment ce contrôle fonctionne-t-il, Alice Casagrande ? Est-ce qu'il pourrait être étendu à tous les animateurs bénévoles, scoutisme, périscolaire Et puis, qu'est-ce qui existe dans la fonction publique aussi ? Alors, ce contrôle d'honorabilité existe depuis plusieurs années. Il fonctionne, et pas seulement dans le sport, et heureusement, il fonctionne aussi dans l'éducation nationale, il fonctionne aussi dans l'animation, et plus récemment, il est en train de s'étendre à tous les établissements d'accueil du jeune enfant et les établissements sociaux et médico-sociaux. Le problème, c'est qu'il s'étend très lentement, et que par contre, la conscience collective, elle, progresse vite et ne comprend plus du tout pourquoi est-ce qu'on a aujourd'hui seulement quelques endroits ou quelques départements en France qui sont concernés par ce contrôle d'honorabilité, là où il y a des très jeunes enfants. Comment il fonctionne ce contrôle ? Un contrôle d'honorabilité, c'est qu'avant un recrutement, on va vérifier si le professionnel ou le bénévole a été condamné et donc est classé à ce qu'on appelle le FIJES, c'est-à-dire le fichier qui rassemble les auteurs d'infractions à caractère sexuel. Pendant très longtemps, le ministère de la Justice a considéré que l'accès à ces données était extrêmement confidentiel et qu'il fallait faire attention à ne pas, si je puis dire, le divulguer trop largement. Aujourd'hui, la conscience a progressé et c'est donc systématiquement qu'on vérifie. Vous ne prendrez pas votre poste avec un enfant si vous êtes condamné. Donc en un mot, Alice Casagrande, le Joël Le Squarnec qui est condamné en 2005 et qui continue d'exercer dans l'hôpital de Quimperlé et qui est même recruté quelques années plus tard dans celui de Jonzac, ça serait plus possible. Non. Bon, voilà qu'on avance un petit peu. Merci beaucoup Alice Casagrande.